Salut camarades! Aujourd'hui, on en finit enfin avec les rééditions des vidéos sur la révolution russe, et cette fois-ci donc on va parler de la guerre civile, ce qui est vachement pratique avant de publier la deuxième partie d'Ungern, même si j'aurais mieux fait de faire ça avant de publier la première partie. Bref. Comme d'habitude, je vais supprimer les commentaires parce que j'ai pas envie qu'on vienne me pourrir, parce que j'ai conscience que ce taf est pas aussi bon que ce que je peux faire aujourd'hui et qu'il lui manque certaines choses, même si tout n'est pas à jeter et que j'avais quand même fait pas mal de recherches derrière ça, j'en ai déjà parlé, je vais pas insister. Encore une fois aussi, n'en déplaise, les noms sont plus orthographiés à l'anglaise qu'à la française, ne m'en veuillez pas. Et pour finir, et bah c'est fini, donc bonne vidéo en fait. Salut camarades! C'est pas parce que les bolcheviks ont pris le pouvoir par une froide nuit d'octobre 17 qu'ils dirigent véritablement le pays pour les 70 berges à venir. D'abord, ils vont devoir s'imposer face aux ouvriers, aux paysans et avant tout triompher des blancs. Sous ce nom, on regroupe tout ce qu'il y a de plus anti-bolchevique possible. Ils sont bien armés, entraînés et déterminés à éradiquer leur ennemi. Et entre les blancs et les rouges, il y a les paysans au milieu du schmilblick qui eux seuls vont décider de l'issue du combat en favorisant et en légitimant l'une ou l'autre idéologie. Alors on le sait, le tsar s'est cassé la gueule, puis le gouvernement provisoire qui a suivi s'est cassé la gueule, et depuis octobre 1917, ce sont les bolcheviks avec Lénine à leur tête qui essayent de pas se casser la gueule. Le pays est encore en guerre avec les empires centraux, le pouvoir est absolument pas centralisé, n'importe qui peut faire n'importe quoi, le tout sur 12 fuseaux horaires de large. C'est la catastrophe, voilà. Les bolcheviks ayant promis pour arriver au pouvoir l'élection d'une assemblée constituante et la fin de la guerre, il faut bien y remédier. Alors, côté constituante, les élections se font dès le mois de novembre 17, mais la majorité ne revient pas aux bolcheviks. Comme c'est bizarre. Cela dit, ils s'en foutent, Lénine colle un ultimatum à l'assemblée, soit elle approuve la déclaration des droits du peuple travailleur, à savoir tous les décrets pondus illégalement par Lénine et ses potes, soit elle est dissoute. Elle est donc dissoute en janvier. Voilà. Je me demande de quoi le gouvernement se fout le plus, que le peuple proteste ou que son image soit ternie en seulement 3 mois. Ah, des deux! Je me fous des deux! Et côté guerre, ça pose plus de problèmes. Rappelons que les révolutionnaires veulent avant tout une révolution mondiale. Certains sont donc très chauds pour continuer la guerre, histoire d'inciter d'autres peuples à se révolter. Et puis il y a d'autres révolutionnaires, comme Lénine, qui sont plus pragmatiques et qui savent très bien que le peuple russe ne veut absolument pas aller se faire rétamer la gueule par une armée entraînée et à la pointe de la technologie. On va donc demander une paix séparée aux Allemands et aux Autrichiens, et on va s'improviser diplomate. Qui sait ce que c'est que la diplomatie? Oui, John. Diplomatie, c'est le plus gros dinosaure qui a existé. Il avait un très long cou, un gros cul. On envoie donc une délégation aux Allemands le 16 novembre 1917, avec pour but de déblatérer pour gagner du temps, histoire d'essayer de lancer une révolution mondiale. Les blablas gonflent les Allemands, qui rapidement mettent la main sur l'Ukraine et en profitent pour imposer de nouvelles conditions aux envoyés bolcheviques, ce qui fout un gros merdier dans le parti. On a ceux qui veulent la guerre, qui sont majoritaires avec Boukharin, ceux qui veulent la paix, quelles que soient les conditions allemandes, avec Lénine, et les ni guerre ni paix de Trotsky. Mais on en recausera. Donc ça gueule, et ça perd du temps. Les Allemands ayant horreur de perdre du temps, le 9 février 1918, c'est l'ultimatum. Soit les Russes acceptent leurs conditions, soit c'est la guerre. Trotsky, qui est chef de la délégation, répond que la Russie n'est plus en guerre, mais qu'il n'accepte pas la paix. Ce que tu dis n'a aucun sens. En fait, Trotsky espère qu'ainsi, lorsque les Allemands vont envahir le pays, les peuples du monde entier vont considérer ça comme une agression et se porter à leur rescousse. Lénine, qui est un tout petit peu moins joueur, préfère s'énerver monumentalement, comme d'habitude, pour obliger ses petits potes à accepter les conditions des Allemands. Sauf qu'entre-temps, ceux-ci ont avancé de 240 km en Russie en 3 jours, c'est-à-dire presque autant qu'en 3 ans, forçant d'ailleurs le gouvernement à se déplacer à Moscou. Donc les conditions changent. Les casques à pointe acceptent la paix, Ça fait plaisir. à condition de garder tout ce qu'ils ont conquis depuis le début. Ça fait pas plaisir. C'est accepté et signé le 3 mars 1918 à Brest-Litovsk. La Russie, selon Feijis, y perd le tiers de sa population, le tiers de ses terres agricoles, la moitié de son industrie et 90% de son charbon. Ça fait beaucoup. Maintenant, le gouvernement, relativement peu apprécié et mécontent de s'être fait bifler de la sorte, va pouvoir se concentrer sur l'intérieur du pays.
Non, parce que les Allemands, c'est bien beau, mais entre ceux qui regrettent le tsar, ceux qui regrettent le gouvernement provisoire, ceux qui regrettent la constituante, ou tout simplement ceux qui ne peuvent pas piffer les bolcheviks, il y a du monde. Et on va appeler tout ça les Blancs. Parce qu'ils s'habillent en blanc. Et ils font la guerre aux rouges. Parce qu'ils aiment bien le rouge. Mais les rosés, je sais pas. Au début, la plupart de ces blancs, qui sont surtout des officiers et des bourgeois qui s'engueulent sans arrêt, se retrouvent dans le Don, région pleine de cosaques plutôt favorable à l'ancien régime. Ils en sont chassés fin février 1918 et dans leur fuite vers le sud, ils deviennent plus unis, mieux organisés, plus revanchards et plus combatifs. La terreur blanche peut commencer. Maintenant, ça va chier. Ils sont dirigés par Kornilov, véritable symbole, mais pas grand stratège. Heureusement, cet esprit subtil se fait ramoner la cervelle par un obus, et le commandement passe à Dienikin. Lui, il revient sur ses traces vers mi-avril 1918 pour se réimplanter dans le Don. Et là, au lieu de rejoindre d'autres blancs à l'est, il préfère consolider ses positions pendant l'été 1918. Ce qui peut paraître pas con, mais qu'il était. Il existe deux gros autres foyers de rébellion blanche. D'abord, à l'est, il y a d'autres blancs qui se sont mis loin des rouges en Sibérie. Et ces blancs en neige ont créé une sorte de gouvernement un petit peu fantoche, après quoi ils ont créé une dictature militaire en novembre 1918. Et ils ont mis à sa tête l'amiral Kolchak, qui a été élu chef suprême des blancs. Et une autre armée a été rassemblée au nord-ouest par le gros général Yudienich. Y a pas de gros. Les rouges ont donc été presque encerclés et quasiment sans armée puisqu'ils avaient dit qu'ils la supprimeraient. Mais il y a Trotsky. Celui-ci nous pond deux réformes qui vont être détestées. D'abord, à l'été 1918, il engage plein d'anciens officiers tsaristes dans ce qui va devenir l'armée rouge, et il les fait encadrer par 2-3 commissaires bolcheviques, au cas où, faut pas déconner. Mais ça gueule quand même côté parti et côté soldats. Mais Trotsky fait taire ces derniers en supprimant leur comité et une partie de leurs droits, tandis que Lénine, pour l'aider, va calmer le parti. Je baillonne mon pion. Je calme mon pion. Attention. C'est fini. La seconde réforme fait encore plus scandale, la conscription de masse. En gros, on engage de force tout ce qui bouge. Problème. Déjà, on fait ça essentiellement chez les paysans, que ça gonfle beaucoup et qui passent leur temps à déserter. Mais en plus, on a atteint beaucoup trop d'hommes. Il y a un moment, on a atteint les 5 millions de soldats, que l'État ne pouvait absolument pas entretenir, puisque l'industrie ne pouvait pas suivre. Exemple simple mais très efficace, on n'avait pas assez de pompes à leur filer. Du coup, ça nous fait un très joli cercle vicieux, avec mobilisation excessive, manque de ravitaillement, désertion massive, répression sanglante, etc. Ça a aussi posé des problèmes de ravitaillement, que ce soit pour l'armée ou pour les villes. Du coup, les bolcheviks, pour y remédier, ont lancé la guerre civile pour le grain. En gros, on prélève une partie des réserves de grains des paysans. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Ce qui a très vite tourné à la rafle la plus pure et simple de tout ce qu'il y avait à bouffer, avec ce que ça signifie de terreur, de révolte, de famine et même de cannibalisme. Il aurait donc mieux valu moins d'hommes, ils auraient été mieux entraînés, mieux équipés et ça aurait surtout fait moins de mécontents, surtout chez les paysans où ça aurait évité la création de la troisième faction, à savoir les Verts. Oui, les Russes se prennent pour des Power Rangers, donc les Verts ils vivent dans les bois et ils font la guérilla contre tout le monde. Donc certes, les réformes trotskistes ont permis la création d'une armée, ce qui est pratique pour combattre, mais ça a aussi accru le merdier ambiant. Alors comment ont-ils fait pour gagner face aux Blancs qui étaient mieux entraînés et mieux équipés? Les Rouges n'ont pas gagné, ce sont les Blancs qui ont perdu, à cause de leurs erreurs, notamment leur manque de coordination. Ils n'ont jamais uni leurs forces, ce qui a permis aux Rouges de les combattre un par un sans trop de problèmes. En 1919, Kolchak envoie près de 100 000 hommes au printemps, et il se fait ramasser la gueule dès fin avril. Dienikin, lui, attaque vers mars-avril, mais ne joint pas ses forces à celles de Kolchak, et finalement se fait repousser vers novembre-décembre. Tandis que Yudienich, lui, loin là-bas, il n'attaque que vers septembre, tout seul, Pietrograd, avec 15 à 20 000 pégus. Moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot « c'est un con ». Vient aussi le problème des Alliés. Les Occidentaux, juste après la Première Guerre mondiale, se retrouvent face à un dilemme. Soit ils laissent les Rouges gagner, ce qui représente une menace politique importante, mais un pays au bord de la ruine, soit ils filent un coup de main aux Blancs, ce qui signifie balayer la menace politique, mais restaurer, selon eux, un empire puissant. Ils n'avaient pas tout compris. Et puis en plus, personne en Europe ne voulait aller mourir en Sibérie.
Donc ils vont participer mollement. Un petit peu d'aide aux Blancs avec du ravitaillement, des armes et des troupes, et puis des tentatives de paix avec les Rouges. Tu bouffes à tous les râteliers, hein? Je me prolonge. Oh, et puis un détail aussi, au fait, léger, hein. Nicolas II et sa famille ont été fusillés par les Rouges les 16 et 17 juillet 1918 à Yekaterinbourg, au cas où on voudrait les restaurer. Il n'y a pas de Anastasia, survécu, tout ça, non, mort, fusillé. Puis fini à la baïonnette au cas où, donc il n'y a pas de mort. Le plus important reste l'idéologie. Les Rouges sont associés à l'idée de révolution, tandis que les Blancs sont associés à l'idée de réaction, de retour en arrière. Ce qui est stupide puisqu'ils savent très bien que c'est impossible. Pourtant ça leur colle à la peau, parce qu'ils ont des valeurs trop conservatrices. Ils refusent de faire des concessions aux nationalistes ou aux paysans, ce que les Rouges font. Par exemple, les Rouges ont instauré un système de pardon pour leurs déserteurs, tandis que les Blancs ont défoncé la gueule des leurs du début jusqu'à la fin. Mieux encore, il y a 100 000 soldats finlandais à la frontière, à quelques bornes de Pietrograd, et ils proposent leur aide à Judenich en échange de la reconnaissance de leur indépendance. Celui-ci refuse, tandis que les Rouges s'empressent de tout reconnaître histoire d'avoir la paix. Je reconnais mes torts, mes enfants, ceux des autres. Les vôtres, si vous voulez. Et encore un dernier problème. Les différents chefs blancs, ce sont des militaires, pas des politiques. Du coup, leur objectif, c'est de gagner la guerre. Les problèmes sociaux et politiques, ils verront ça après, ce qui déjà est une erreur. Donc, ils les transmettent à d'autres, qui généralement ont bossé pour soit le tsar, soit le gouvernement provisoire. Ce qui, en termes de pédigré de merde, se pose assez haut sur l'échelle. Du coup, on enchaîne les problèmes de décadence, de corruption, de réformes stupides, ce qui empiète sur l'armée avec détournement de fonds, manque de ravitaillement, manque de communication, ce qui oblige les soldats, ne serait-ce que pour survivre, à piller les campagnes. Ce qui n'aide pas l'image générale des Blancs. Vous allez finir par me prendre pour un brutal. Oh, mais si. Les premières défaites blanches arrivant dès le printemps 1919, les Alliés cessent progressivement de les aider, ce qui pousse les soldats au désespoir. Ils entament la partie la plus violente de la guerre, où ils vont massacrer n'importe qui, puisqu'ils n'ont rien à perdre. Notamment les Juifs, qu'ils considèrent comme bolcheviks. Les Blancs vont donc reculer, être massacrés ou fuir par bateau. Judenich, par exemple, après avoir perdu à Pietrograd face à Trotsky, va fuir via l'Estonie dès novembre 1919. Kolchak meurt fusillé en février 1920 et Denikin démissionne en avril 1920 au profit d'un autre général, Vrangiel, qui lui-même finira par fuir peu de temps après. Il y a bien quelques bandes qui subsistent héroïquement, mais c'est plus la peine. Seul celui qui réussissait à s'attirer le soutien des populations locales pouvait espérer gagner. Et c'est ainsi que les bolcheviks ont gagné parce que même s'ils ne partaient pas vainqueurs, ils étaient associés à l'idée de révolution, même si la terreur rouge a été beaucoup plus meurtrière que la terreur blanche. Les blancs étaient partout perçus comme des contre-révolutionnaires. Pour gagner, ils auraient dû, en plus des combats qu'ils ont menés, tenter une autre révolution avec des réformes, des concessions, des changements radicaux qui auraient pu leur apporter le soutien des populations locales. Et en plus de ça, de la même manière que les rouges avaient des chefs comme Lénine et Trotsky, il aurait fallu aux blancs une sorte de Napoléon qui soit à la fois un brillant stratège et un éminent politicien. Il y en a bien un qui a essayé de tenter ça loin là-bas dans les steppes, mais c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que cette petite réédition des différentes vidéos sur la Révolution russe vous a plu. Il y en a quelques-uns parmi vous qui aimeraient savoir si je vais continuer les thèmes du XXe siècle, mais non, hein, c'est juste que bon bah là, c'était l'occasion avec le confinement. Mais surtout c'était l'occasion de le faire vu qu'on reparle d'Ungarn, etc., qui est un truc que j'avais promis à la fin de la vidéo sur la guerre civile. Donc finalement ça colle, mais après ça, bah, je ne retournerai pas au XXe siècle, je pense, il y a peu de chance en tout cas. Comme d'habitude, un énorme merci aux tipeurs. Encore une fois, vous me permettez de vivre entièrement grâce à ça, donc c'est assez ouf. Et encore une fois, sans imposer de la pub à personne, et ça pour moi ça n'a pas de prix, parce que je déteste la pub, et je ne veux pas vous infliger de la pub. Il y en a sur la première partie d'Ungarn, hein, j'en ai conscience, mais c'est parce que, encore une fois, j'ai utilisé la musique de The Who, ça j'aurais pas dû, et du coup je me suis fait fumer. Donc bref, si vous en avez l'envie et les moyens, vous pouvez me faire un don sur le site Tipeee, si ça vous dit, hein, rien n'est obligatoire, mais c'est vrai que moi personnellement ça me permet d'en vivre, ça me permet de racheter du matos, des décors, etc. Donc n'hésitez pas si vous le pouvez, et si vous appréciez mon taf. Ensuite donc, bah, la prochaine vidéo ce sera Ungarn 2, qui devrait arriver courant avril, hein, comme prévu. Après il y aura la FAQ, je pense juste après, hein, soit en avril, soit en mai. Bah, je la repousse un peu parce que bon, si ça manque, je trouve que ça manque un peu de questions à la rigueur, donc si vous voulez poser plus de questions, n'hésitez pas. Sur ce, portez-vous bien, ceux qui êtes chez vous, restez le temps que vous le pouvez, ceux qui devaient partir au front, encore une fois, merci pour tout. Ça nous permet, nous, de regarder les doigts de pied, hein, plus ou moins. Donc regardons-nous les doigts de pied en étant contents et en vous remerciant vous. Et sur ce, à bientôt.